Messieurs, la cour. Cet homme est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Voici comment l'histoire a commencé. Nous sommes en 1848 dans un petit village de la Gironde, au Fieux. À quelques centaines de mètres du village, au lieu dit Petit Massé, se trouve une petite maison de torchis habitée par un vieillard, le père Gai. Un soir, vers 10h30, 11h, le tocsin sonne. C'est un incendie, c'est la maison qui brûle, c'est la maison du père Gai. On arrête l'incendie, mais on s'aperçoit que le vieillard est mort. Il gît, comme on dit, une assiette à côté de lui, une fourchette à la main. On pense d'abord qu'il est mort subitement, puis on découvre qu'il a derrière la tête la marque d'un coup violent. Gai a été tué d'un coup de marteau, probablement. Et l'assiette, la cuillère dans la main, tout cela n'est que mise en scène d'assassin. Mais qui est l'assassin? On n'a remarqué aucun rôdeur, il faut donc que ce soit quelqu'un du village. Bien entendu, nous n'allons pas passer en revue tous les habitants du village, mais regardons seulement les principaux personnages de ce petit bourg. Citons Monsieur le curé, pour commencer. Monsieur le curé, puis Monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est un ami du curé. C'est aussi un ami de l'Espagne, l'aubergiste du Fieux. C'est chez l'Espagne que l'on va boire ou faire la partie. C'est chez l'Espagne que le maire conduit ses amis à dîner. C'est chez l'Espagne aussi que les villageois vont acheter leur pain. L'Espagne est assez riche et très considérée. Dommage que sa femme le trompe aussi scandaleusement avec le quatrième personnage important du village, avec l'instituteur, avec Laigné. Laigné n'est au village que depuis peu de temps. C'est un homme de la ville et il a le prestige de l'étranger. Son école marche bien, il est instituteur breveté et malgré le scandale de sa liaison avec la Marie Cessac, femme l'Espagne, il est honorablement connu. Voilà, fait le tour des notabilités du Fieux. Reste l'assassinat. Qui soupçonnait? Il semblait en effet difficile de soupçonner quelqu'un. Le vieux Gai n'avait pas d'ennemis, sa mort n'arrangeait personne, ou plutôt presque personne. Son seul bien, sa maison, il l'avait vendue, en viager, 6 francs 75 par mois. Et c'était Laigné, l'instituteur, qui le lui avait acheté. Il n'y avait évidemment pas là de quoi attribuer ce meurtre à Laigné. D'ailleurs, on ne l'accusait pas, on le soupçonnait tout au plus. L'enquête piétinait et le village en vint à chuchoter. Laigné avait dit à plusieurs que le père Gai n'en avait plus pour longtemps. En plus de cela, il ne lui payait pas régulièrement la rente viagère, les 6 francs 75 par mois, et le laissait mourir de faim. D'autre part, on voyait d'un mauvais œil la liaison de Laigné avec Marie Cessac. Bref, on commençait dans le village à douter de l'honorabilité de l'instituteur breveté. Mais on en doutait à demi-mot, entre soi. Les choses en étaient là quand un matin, une douzaine de jours après la mort de Gai, M. Sarrazin, maire de la commune, entend qu'on frappe à sa porte. Il est très tôt. Celui qui le réveille, un nommé Degnaud, est un des habitants les plus pauvres de la commune. Pour déranger le maire à une heure si matinale, il doit avoir quelque chose de très important à lui dire. Je revenais du chêne buté par le bois de Sainte-Clotilde. Au beau milieu, j'entends qu'on me dit la bourse ou la vie. Alors, je crie au secours. Et là-dessus, il cherche à m'étrangler. Heureusement, j'avais ma canne. Je lui en donne 4 grands coups. Alors, il est tombé. Et j'ai vu que c'était Laigné. Il s'est accroché à moi. Regardez ma veste, que c'est la seule que j'ai. Puis je me suis sauvé. Et en me sauvant, j'ai vu qu'il n'était pas tout seul. Il y en avait un autre, derrière un arbre. Je ne l'ai pas bien vu, celui-là. Il m'a semblé que c'était le père Laigné, mais c'est pas sûr. Et pour l'autre Dieu, je suis sûr que c'était Laigné. On n'avait aucune raison de ne pas croire ce brave homme. Et l'on se disait que quelqu'un qui était capable d'attaquer sournoisement un pauvre homme dans un bois pourrait parfaitement avoir tué un vieillard pour hériter de sa maison. Laigné devint donc de plus en plus suspect. Mais on attend pour l'arrêter quelque chose de plus décisif. Ce que l'on attend, c'est Marie Cessac, la femme de l'aubergiste, l'Espagne, qui va la porter. On dit qu'elle en sait long. Jusqu'à présent, elle n'a rien dit. Cependant, le maire et le curé,
à force de persuasion, réussissent à lui faire dire ce qu'elle sait. Enfin, elle raconte son histoire. Comment Lénier est-il devenu votre amant? Il m'a prise de force. Un jour, il est venu à l'auberge, il m'a menacée. Vous étiez chez vous? Oui, mais j'étais seule. Il avait 2 pistolets. Alors j'ai dû lui céder. Et après ça, il est devenu comme fou de méchanceté. Vous voulez dire qu'il vous battait? Non, mais il fallait que je lui obéisse en tout. Et il détestait l'Espagne si fort qu'il me disait de l'empoisonner. Comment ça? Donnez des précisions. Eh bien, il m'avait dit, va chez le pharmacien, demande-lui de l'arsenic, dis-lui que c'est pour tuer les rats. Mange ta soupe la première et trempe la sienne dans ton écuelle après avoir mis de la poudre. Comme ça, il ne se méfiera pas. Il me répétait, va, je te donnerai de l'argent. Et personne n'en saura rien. Vous n'avez jamais parlé de cela à votre mari? Non, j'avais peur. C'est qu'il avait bien de la rancœur après moi, le pauvre homme. J'étais une mauvaise femme, faut dire. Et il voulait plus me regarder. C'est à ce moment-là qu'il vous a chassé. Oui, monsieur. J'avais plus bien ma tête. Et Lénier me répétait, quitte-le, et je te donnerai de l'argent. Alors je répondais, mais comment ferez-vous, avec tout ce monde que vous avez à nourrir, et puis le bien de guet à payer? Et qu'a-t-il répondu? Eh bien, il avait dit, oh, le bandit, il m'embarrassera pas longtemps. Je ferai rebâtir la maison du petit Massé, et tu viendras demeurer avec nous. Il voulait mettre Guet à l'hôpital? Je ne crois pas que c'est ça qu'il voulait au juste, monsieur. Eh bien, qu'avez-vous? Continuez. C'est que tout ça est si grave que j'ai peur. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes sous la protection de la justice. Eh bien, il avait dit, Guet, il sera pas en vie dans 8 jours. Je lui ferai passer le goût du pain. Je lui ferai tourner les yeux comme il les a jamais tournés. A-t-il fait d'autres menaces? Une autre fois, j'avais su que Guet voulait vendre ses meubles. Alors j'en avais parlé à Lénier, qui m'a dit, c'est un gueux. Il verra ce qui lui arrivera. Je le tuerai. Il avait l'air si mauvais qu'il m'avait fait trembler. Et Lénier ne vous a jamais parlé des barriques de vin? Je crois bien que c'était 2 ou 3 jours avant le crime. Il est passé. Il allait voir son père, qui m'a dit, pour l'enlèvement du vin de Guet. Avec quoi, je lui ai demandé? Ben, avec la charrette à bœufs de mon père, qui m'a dit. Où était-il le jour du crime? Le matin, je l'ai vu qui partait vers la pinière du petit Massé. Dans la nuit, au moment de l'incendie, je suis allée à la maison du malheureux Guet. Le père et le fils Lénier étaient là. Ils ne vous ont pas parlé? Ils avaient l'air de ne pas vouloir s'approcher du mort. Je leur ai demandé pourquoi. Alors l'instituteur m'a dit, à quoi bon? Nous l'avons assez bouliqué comme ça. Lénier ne vous a jamais avoué son crime? C'est difficile à dire tout ça, monsieur. Vous me faites accuser un homme. C'est pas de gaieté de cœur. Allons, remettez-vous. Vous savez que votre témoignage est un puissant auxiliaire pour la justice. Eh bien, une autre fois, il avait dit, oh, je suis bien soulagée. Les gens de la police peuvent toujours venir, ils trouveront plus les barriques. Elles sont parties. Et comme je lui répondais, mais c'est pas fini, ils cherchent encore. Alors il m'a répondu, j'ai rien à craindre, j'appartiens au gouvernement, on pourrait rien contre moi. Il vous a parlé de l'agression de Daigneaut? Cette nuit-là, il est venu me retrouver, en sortant de chez les Catrineaux, qui m'a dit. Il se plaignait d'avoir mal dans le côté droit. Ce que vous dites là est très important. En êtes-vous bien sûr? Oh, je le jure, monsieur. Lors de votre premier interrogatoire, Lénier ne vous a-t-il pas demandé de garder le silence? Si. Il m'avait même apporté un coupon de molleton en me faisant ses recommandations. Tu vas déposer, qui m'a dit. Ne prononce pas mon nom. Parle de ton mari. Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Non, monsieur. J'ai dit tout ce que je savais. Vous paraissez hésiter. Pourquoi n'avez-vous pas parlé avant? Vous auriez évité à la justice bien des errements inutiles. Vous croyez donc que c'est si facile d'envoyer un homme au juge? Et puis j'avais peur. Lénier se méfiait de moi. Examinez votre conscience une dernière fois. N'avez-vous rien à dire qui puisse éclairer l'instruction de ce procès? Je crois bien que c'était
une semaine avant le crime. Lénier trouvait que le père Gay traînait trop à mourir. Alors il avait dit: oh, il n'est pas bien vigoureux. Un bon coup de marteau l'aura bientôt mis par terre. Un bon coup de marteau. Vous affirmez? Oui, un bon coup de marteau. C'est bien. Je l'écris. Lénier est alors arrêté. Et le 30 juin 1848, devant les assises de la Gironde, le conseiller Thibault, qui préside au débat, lui fait subir son premier interrogatoire. Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité. Lénier, Jean-François Dieudonné, né le 3 juin 1820, à Chamadel, commune de Coutras. Vous étiez depuis 4 ans instituteur au Fieux. Oui, monsieur, instituteur breveté. J'avais 23 ans quand j'ai été nommé. Vous viviez avec vos parents? Non, j'habitais l'école. Ma famille était dans le hameau de la Grave d'Or. Vos qualités professionnelles ne sont pas mises en cause. Vous avez dirigé votre école avec compétence et ponctualité. En 4 ans, le chiffre de mes élèves avait doublé. Hélas, votre vie privée ne ressemblait pas à votre vie publique. Vous étiez criblé de dettes. S'il m'est arrivé de devoir de l'argent, je l'ai toujours rendu. Cependant, vous deviez 200 francs au maire, monsieur Sarrazin, 50 francs au curé du Fieux et de l'argent un peu partout. C'est faux. Ce sont des calomnies. Ce sont des calomnies aussi quand un village tout entier vous accuse de troubler la paix d'un ménage honorable et honoré. Je n'ai jamais été l'amant de Marie l'Espagne. Elle me cherchait pour me conter ses malheurs conjugaux. Elle n'a jamais trouvé en moi qu'un ami honnête. Comment expliquez-vous alors que le cabaretier d'Espagne, averti de sa scandaleuse infortune, ait décidé de chasser sa femme? Il avait peut-être d'autres raisons que j'ignore. Sa décision ne me concernait pas. L'accusation dit qu'elle vous intéressait si bien que, pour y répondre, vous aviez conseillé à votre maîtresse d'empoisonner ce mari gênant. L'accusation se fonde sur le témoignage de gens qui me haïssent. Passons. Arrivons aux faits qui ont décidé votre arrestation et qui vous ont conduit ici. Veuillez dire au tribunal quelles étaient vos relations avec la victime. J'étais propriétaire de sa maison depuis le 21 septembre 1847, moyennant une rente viagère de 6 francs 75 par mois. Cette rente, vous ne la versiez pas, puisque le malheureux était obligé de vendre ses outils pour acheter du pain. C'est faux. J'ai tenu mes engagements. Mais le père Gay pleurait misère à tout venant. Il semblait avoir des raisons de se plaindre. Dans les semaines qui ont précédé le crime, il était si malheureux qu'il avait chargé monsieur le curé de vous parler en sa faveur. Ce que fit l'abbé Delbas avec ménagement, et vous lui avez répondu: il n'est jamais content, il m'ennuie. Je ne me souviens pas avoir dit cela. Pourtant, un peu plus tard, Claude Gay répétait à ce même témoin: l'instituteur me laisse mourir de faim, c'est un misérable, il voudrait me savoir mort. Ce ne sont que des radotages de vieillards que le curé s'est fait un devoir de rapporter pour me nuire. Que voulez-vous dire? Que monsieur le curé me déteste, monsieur le président, pour une raison que vous devriez comprendre. L'école laïque du Fieux a pris trop d'importance depuis mon arrivée. L'abbé Delmas ne s'est jamais attaqué à votre enseignement. Il n'a pas détourné ses paroissiens de votre école. Il est trop habile homme pour cela. Il préfère se débarrasser de moi quand l'occasion se présente. Et quelle occasion? Accusez, vos calomnies sont hors de propos. Nous verrons ce que ce prêtre n'est pas seul en cause. Il vous faudrait accuser tous les gens du village pour vous justifier. Je ne manquerai pas de le faire. Je suis victime d'une machination. Vous ne vous êtes pas contenté de laisser Claude Gay mourir de faim. Vous avez tenu des propos homicides contre ce vieillard. Au sacristain, vous avez dit: quand le vieux n'y sera plus, je ferai une orgie. Au charron, préparez-vous à lui faire un cercueil avant longtemps. À Léonard Constant, je vais envoyer le vieux à l'hôpital. J'y ai pour ami un carabin qui lui donnera une forte dose, et avant 15 jours, tout sera fini. Vous n'avez rien à répondre? Non, monsieur. J'ignorais que la justice tenait compte de propos aussi vagues. Appelez-vous vague des menaces précises? Il se trouve que 8 jours après,
que Claude Guay a été assassiné, que vous étiez le seul bénéficiaire de sa mort. Je suis étranger à cette mort. L'assassin a tenté d'incendier la maison pour faire disparaître les traces de son crime. Les villageois ont été alertés par cet incendie. Le sacristain est venu frapper à votre porte. De loin, il avait vu votre fenêtre éclairée. Or, il a dû insister longuement avant que vous ne veniez lui ouvrir. Que faisiez-vous? Je prenais le temps de regarder par la fenêtre qui frappait à la porte. Vous avez été sur les lieux du sinistre. Et dans la maison de Guay, un de vos voisins vous a fait remarquer des taches de sang sur les meubles. Et vous lui avez dit: il n'y a que nous qui l'ayons vu, il ne faut rien dire. Si vous n'étiez pas coupable, quelle raison aviez-vous de faire ces dissimulations inutiles? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit nous sommes seuls. Attendons la justice. Simple précaution. J'avais peut-être déjà pensé que ce crime était l'œuvre de mes ennemis, qui espéraient par ce moyen me compromettre définitivement. Ces ennemis, ou plutôt cet ennemi, vous l'avez d'abord signalé dans des propos obscurs et mensongers. Puis, vous avez précisé vos accusations pour détourner les soupçons. Non pour les détourner, monsieur, mais pour leur donner l'orientation de la vérité. Il est étrange que vous ayez été le seul accusé, que tous les gens du village aient repoussé vos insinuations. C'est que l'assassin a de grands pouvoirs. Il est soutenu par le curé et le maire. Il est étrange aussi que cette machination dont vous prétendez être la victime soit précisément celle dans laquelle vous ayez voulu faire tomber l'homme que vous accusiez, Pierre l'Espagne, le mari de votre maîtresse. Marie Cessac n'était pas ma maîtresse. Je l'ai déjà dit. Je ne voulais pas nuire à l'Espagne. C'est lui et ceux que j'ai nommés qui voulaient me faire disparaître. Le tribunal appréciera, mais la justice doit reconnaître que votre réputation ne parle pas en votre faveur. On vous dit méchant, et vous avez tenté d'inspirer de la terreur à ceux qui vous chargeaient. Vous vous croyez protégé par le gouvernement, avez-vous affirmé? Je me croyais protégé par mon innocence. 6 jours après le crime, le dimanche 21 novembre, à la nuit tombée, Louis Degnaud a été attaqué au lieu-dit Casse-Galoche. Il vous reconnaît pour son agresseur. Qu'avez-vous à répondre? Degnaud est vendu à l'Espagne, monsieur le président. C'est un pauvre gueux. Son mensonge lui donnait le moyen d'avoir du pain, jusqu'à ce qu'il aille en enfer rendre compte de son crime. Décidément, vous n'avez pas d'autre défense que d'accuser. S'il y en avait une autre, monsieur, je n'attendrai pas si longtemps pour vous la livrer. L'évidence n'est pas toujours du côté des honnêtes gens. Cependant, ce soir-là, j'étais à dîner chez les époux Catrino. Les époux Catrino ont convenu que vous étiez sortis. Pour le reste, d'ailleurs, leur témoignage n'a pas paru entièrement digne de foi. C'est que la justice n'a qu'une oreille. Hein. Degnaud a dit que vous avez donné un coup de canne au côté droit. Or, Marie l'Espagne a répété dans son témoignage que vous vous étiez plaint le lendemain de souffrir du côté droit. Tout cela est faux, je le jure. Je ne puis rien dire de plus. Des charges plus lourdes ont décidé de votre arrestation. Marie l'Espagne, que la peur avait empêché de parler, a fait de longues révélations. Vous lui auriez dit: Guay ne sera pas en vie dans 8 jours. Je lui ferai passer le goût du pain, je lui ferai tourner les yeux comme il ne les a jamais tournés. À la question « Que voulez-vous faire ?», vous auriez répondu « Il n'est pas vigoureux, un bon coup de marteau l'aura bientôt mis par terre. » Or, le rapport des médecins légistes dit précisément que Guay a été tué d'un coup de marteau. C'est faux. Le marteau existait peut-être, mais je ne l'ai pas tenu. Marie l'Espagne dit aussi que le surlendemain du crime, vous lui auriez dit: je suis délivré d'un gros souci, les barriques de Guay ne sont plus chez moi, les gendarmes peuvent toujours venir, on ne les retrouvera pas. Qu'avez-vous fait de ce vin qui est demeuré introuvable? Rien, monsieur le président. Pour prendre ce vin, il m'aurait fallu tuer Guay. Vous l'avez dit vous-même. Et je n'ai fait ni l'un ni l'autre. La femme l'Espagne dit encore que vous lui avez avoué votre crime. Et que 8 jours avant votre arrestation, vous lui avez dit: vous témoignerez au procès, évitez de prononcer mon nom et parlez beaucoup de votre mari.
Vous lui auriez remis un coupon de molleton pour prix de son mensonge. C'est faux. Faux. On voulait me perdre. Vous persistez à nier. Pourtant, un colporteur a reconnu vous avoir vendu ce coupon 2 jours auparavant. Avec de l'argent, on obtient une vérité à sa convenance? Ainsi, vous niez d'un bout à l'autre. Prenez garde de les nier. Ces témoins vont venir vous dire en face ce qu'ils ont vu et entendu. Ils le feront sous la foi du serment. Aux preuves qu'ils apportent, vous n'opposez que vos dénégations. C'est peu. Je ne puis rien dire de plus. Une dernière fois, Lénier, je vous adjure de dire la vérité. Votre entêtement aggrave votre cas aux yeux du tribunal. Je n'ai que cette obstination pour me défendre. Que ceux qui auront le courage de me perdre prennent garde de ne pas rougir un jour d'être tombés dans une aussi grande erreur. Vous l'avez vu, Lénier se défend en niant. Il nie avoir tué Gay comme il nie avoir été l'amant de Marie Cessac, femme l'Espagne, ce qui pourtant est su de tout le monde. Et malgré le plaidoyer de Maître Gergère, son avocat, malgré le témoignage des époux Catrineau, chez qui il dînait, prétend-il, à l'heure où Daignot l'accuse de l'avoir attaqué, malgré tout cela, Lénier a été condamné aux travaux forcés à perpétuité, c'est-à-dire vraiment au bagne. On l'a mis au pilori, on l'a ferré, Lénier lui-même tenait l'enclume, on l'a accouplé par les pieds en l'enchaînant à un autre bandit. Il a tout supporté, le poids des affûts au centre, le fouet à droite. Il a connu ses promenades enchaînées aux pieds et au cou. Il a tiré des bateaux. Il a joué au cheval aussi. Toutes les peines. Et le soir, le sommeil impossible, à cause du bruit des chaînes. Ici, on couche à 200, enchaînés les uns les autres, une troisième chaîne les reliant tous. Pendant que Lénier est au bagne, son père le croit innocent. Et ce vieillard va tout faire pour prouver l'innocence de son fils. Pendant des années, pendant 4 ans, on le prendra pour un fou, pour un père abusif. Les rapports qu'il remet à la justice tous les 3 mois sont mis dans ces tiroirs où l'on range les lettres amusantes. Et puis un jour, par chance, un jeune procureur impérial du nom de Charaudot s'intéresse à cet homme et malgré sa jeunesse et ce qu'il peut lui en coûter de se lancer dans une pareille aventure, il décide de refaire l'enquête. Et 8 ans après le procès de 48, 8 ans après le départ de Lénier pour le bagne, un second procès s'ouvre sur la même affaire. Nous sommes maintenant le 12 mars 1855 à Bordeaux. À ce procès, 3 accusés. Le premier, vous allez le reconnaître avec étonnement. Le premier, c'est Daignot. Reconnaissez-vous avoir menti à la justice dans la déposition que vous avez faite contre Lénier en 1848? Oui, Monsieur le Président. Je le reconnais. J'en demande bien pardon à la justice. Vous avez dit à cette époque que vous aviez été attaqué la nuit par 2 individus qui avaient voulu vous prendre votre argent. Oui, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous aviez reconnu vos agresseurs. Vous avez dit que l'un était le fils Lénier et l'autre Lénier père. Du second, vous étiez moins sûr. Oui, Monsieur le Président, j'ai dit ça, mais ce n'était pas vrai. Personne ne m'avait attaqué, personne. Pour quel motif avez-vous commis ce faux témoignage? C'est à cause de l'Espagne, Monsieur le Président. Quelques jours après la mort de Gay, l'Espagne a voulu que je lui paie les 15 francs que je lui devais pour du pain qu'il m'avait vendu. J'avais pas les 15 francs. Alors il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il ne me prêterait plus de pain, Monsieur le Président. Et j'ai 2 enfants, il n'y a que l'Espagne qui vende du pain aux fieux. Soit. Continuez. Alors, l'Espagne m'a dit, tes 15 francs, je t'en fais cadeau, mais à une condition. C'est que tu dises que c'est Lénier qui a tué le père Gay et que tu l'as vu.
J'ai répondu que je ne le dirais pas parce que je ne l'avais pas vu. L'Espagne vous a-t-il dit pourquoi il tenait tant à ce que vous fassiez cette fausse déposition? Oui. L'Espagne m'a dit, et Lénier raconte partout que c'est moi qui ai tué Gay. Et j'étais à Saint-Médard quand c'est arrivé. Je ne pouvais pas être à Saint-Médard et au Fieu en même temps. C'est ce foutu gueux de Lénier qui a fait le coup. Somme toute, l'Espagne voulait que par un témoignage faux et accablant pour Lénier, vous l'aidiez à prouver son innocence. C'est ça. Mais j'ai pas voulu. Alors il m'a demandé moins. Toujours en vous faisant cadeau les 15 francs. Oui. L'Espagne m'a dit, tu n'as qu'à dire que tu as été attaqué par Lénier, que tu as demandé la bourse ou la vie, et que tu t'es défendu avec ta canne comme tu as pu. Alors, il a déchiré ma veste pour faire croire que je m'étais battu, puis il m'a dit de filer chez monsieur le maire. Il veut dire que Lénier m'avait attaqué, et que j'avais dû me battre pour lui échapper. Alors, c'est ce que j'ai fait, et monsieur le maire m'a cru. Ainsi, vous reconnaissez avoir induit la justice en erreur en faisant un faux témoignage. Oui, monsieur le président. J'en demande bien pardon à Dieu, à la justice et à monsieur Lénier. Oui, le second accusé, c'est Marie Cessac, femme l'Espagne. Vous savez que vous êtes inculpé d'avoir, en 1848, fait une fausse déposition contre Lénier. Oui, monsieur le président. Vous savez que c'est sur cette fausse déposition que l'accusation a établi ses plus lourdes charges contre Lénier. Oui, monsieur le président. Vous savez que c'est principalement à cause de votre faux témoignage que Lénier, votre amant, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Oui, monsieur le président. Mais Lénier n'était pas mon amant. Il m'a prise une fois par force, c'est tout. Non, nous verrons ça. Reprenons un par un les points de votre déposition de 1848. Vous avez dit que Lénier, quelques jours après la mort de Gay, vous avez donné un coupon de tissu en vous demandant de ne pas citer son nom lorsque vous auriez à comparaître devant le magistrat instructeur. C'était faux. Oui, monsieur le président. Il m'a jamais donné de coupon. Vous avez affirmé qu'une semaine avant le crime, Lénier vous avait dit « Dans 8 jours, Gay ne sera plus en vie. Je lui ferai tourner les yeux d'une manière qu'il ne les avait jamais tournés. » C'était faux. Oui, monsieur le président. Lénier m'a jamais dit ça. Le 10 février, vous avez déclaré que plusieurs jours avant le meurtre de Gay, Lénier, se plaignant de ce que le vieillard ne voulait pas sortir à l'hôpital, avait dit « Oh, il n'est pas bien vigoureux, un bon coup de marteau l'aura bientôt foutu par terre. » C'était faux. Oui, monsieur le président. Vous avez déclaré aussi que le jour de la mort de Gay, vous aviez remarqué des taches de sang sur les sabots de Lénier. C'était pas vrai. Vous avez prétendu que Lénier vous avait répondu, comme vous lui demandiez pourquoi il n'était pas allé voir le cadavre de Gay. « Mon père et moi n'avons pas besoin de nous approcher, nous l'avions bien assez bouliqué. » C'était faux. Oui, monsieur. Enfin, vous avez affirmé, sous la foi du serment, que Lénier lui-même vous avait avoué son crime. Vous voyez bien, vous aurait-il dit, ce que je vous avais dit est arrivé. À présent, je suis content, je suis débarrassé. Cela aussi, vous l'avez inventé. Oui, monsieur. Donc, vous reconnaissez avoir fait un faux témoignage contre Lénier en déclarant qu'il était l'auteur du meurtre du vieux Gay et de l'incendie qui a détruit sa maison. Oui. D'après le procès-verbal d'une déclaration que vous avez faite le 25 août devant monsieur le procureur impérial, vous prétendez qu'en faisant cette fausse déposition, vous n'avez fait qu'obéir aux suggestions de monsieur Sarrazin, maire de la commune. Monsieur Sarrazin vous aurait même avancé des sommes d'argent pour vous engager à mentir à la justice. Reconnaissez-vous l'exactitude de ce procès-verbal? Oui, monsieur le président. Mais je dois dire pourtant que monsieur Sarrazin, il m'a jamais donné l'argent pour aller déposer contre Lénier. Il m'a seulement une fois prêté 15 francs pour que j'aille déposer à Bordeaux. Permettez, monsieur le président, il y a là un fait nouveau. Je voudrais demander à l'accusée pourquoi elle n'a pas demandé ces 15 francs à son mari. Il me les aurait pas donnés. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas que je me mêle de cette histoire.
Voilà ce que je voulais entendre. Donc, ces 15 francs, dont vous n'avez jamais parlé jusqu'à aujourd'hui, veulent prouver que votre mari était étranger à la fausse déposition que vous avez faite contre Laigné. Et ils veulent prouver aussi que c'était Sarrazin qui vous dictait votre conduite. Inutile de vous dire, messieurs les jurés, que cette thèse ne laisse pas dupe le ministère public. Femme l'Espagne, je ne peux pas vous faire prêter serment, mais je vous adjure de ne pas mentir une seconde fois. Vous savez ce qu'il vous en coûterait d'un second faux témoignage. Prétendez-vous encore que c'est Sarrazin, et non votre mari, qui vous a fait commettre ce faux témoignage contre Laigné? C'est Sarrazin. Il me lâchait pas. Il m'accompagnait chez le juge tout le temps. Et il me faisait répéter ce qu'il voulait que je dise. Dans quel intérêt Sarrazin eût-il fait cela? Mais dans l'intérêt de la justice. Il croyait que Laigné était coupable. Et puis, Laigné et lui, c'était la haine. Soit. Au cours de la première déposition que vous fîtes contre Laigné en 1848, vous avez dit que Laigné, quelques jours après la mort de Gay, s'était plaint à vous d'avoir mal dans le côté, ce qui confirmait le coup de canne que Daigneaut disait lui avoir envoyé pour se défendre lorsque Laigné l'avait attaqué. Or, Daigneaut a reconnu qu'il avait inventé cette agression. Et vous reconnaissez, n'est-ce pas, que vous avez menti lorsque vous avez déclaré que Laigné s'était plaint à vous d'avoir mal dans le côté? Oui, Monsieur le Président, j'ai menti. Laigné m'a jamais dit qu'il avait mal. Donc, vous n'avez dit cela que pour rendre plus vraisemblable l'agression dont Daigneaut prétendait avoir été la victime. Oui. Mais puisque Daigneaut a simulé cette agression à la demande de l'Espagne, il faut bien que ce soit l'Espagne, il faut bien que ce soit votre mari qui vous ait fait inventer cette confidence de Laigné. Non, Monsieur le Président. Tout le monde croyait que Daigneaut avait été attaqué par Laigné. Et moi, je le croyais, comme tout le monde. On m'a fait inventer la confidence pour faire du tort à Laigné, c'est tout. Vous dites « on m'a fait inventer la confidence ». Qui est « on » ? On, c'est Sarrazin. L'accusation estime que c'est l'Espagne, votre mari, et non Sarrazin, qui a dicté votre faux témoignage. C'est Sarrazin. Passons au procès-verbal du 4 septembre 1854. Ce jour-là, vous avez déclaré que votre mari, le sieur l'Espagne, était l'auteur involontaire du meurtre du malheureux Gay. Il vous en aurait fait l'aveu à peu près en ces termes. « C'est moi qui ai tué Gay, mais je n'en avais pas l'intention, j'avais seulement voulu le pousser. » Si j'ai dit ça, c'est parce qu'on m'a fait peur. Je me souviens pas de l'avoir dit. Vous avez pourtant fait cette déclaration par 2 fois. Une première fois au sieur Vergne, gardien-chef de la prison de Libourne, une seconde fois à monsieur le procureur impérial. C'est que je savais pas ce que je disais. Comme vous voulez. Nous entendrons bientôt des témoins qui confirmeront les faits relatés dans les déclarations que vous avez faites et que vous niez maintenant. Faites entrer l'Espagne. Oui, le troisième accusé, c'est l'aubergiste de l'Espagne, l'ami du maire, et c'est aussi l'époux de Marie Cessac que vous venez d'entendre. L'Espagne, au terme de la loi, je dois vous faire connaître les réponses de vos co-accusés aux questions qui leur ont été adressées en votre absence. Daigneaut vous accuse d'avoir été l'instigateur du faux témoignage qu'il a commis contre Laigné. C'est faux. Il affirme que vous lui aviez d'abord demandé de dire qu'il avait vu Laigné tuer Gay. Non, Monsieur le Président. Qu'ensuite, seulement, comme il refusait, vous vous êtes contenté de lui faire simuler cette attaque dont il a fait semblant d'être la victime. Mais c'est faux, Monsieur le Président. Daigneaut était un gueux à qui j'ai rendu service, voilà. Reconnaissez-vous avoir dicté à votre femme le faux témoignage qu'elle a commis contre Laigné? Non, Monsieur le Président. Voici le procès-verbal d'une déclaration que vous avez faite le 16 août 1854 devant monsieur le procureur impérial. Je vais vous en donner lecture. Gay, avez-vous déclaré? Gay me devait 45 francs. Il était convenu qu'en échange de ces 45 francs qu'il me devait, il me donnerait son vin. En conséquence, je me suis rendu chez Gay le 15 novembre vers 10 heures du soir afin d'emporter le vin avec la charrette. Au moment de partir, une discussion s'est engagée entre nous. J'ai poussé le vieillard. Il est tombé. Ne croyant pas qu'il était mort en tombant, je suis parti, pensant qu'il éteindrait la chandelle qui brûlait dehors dans la bruyère. Malheureusement, Gay était mort.
Et c'est à cette circonstance que l'on doit l'incendie de sa maison. L'incendie a donc été indépendant de ma volonté, tout comme la mort de Gay. Notez, messieurs les jurés, que cette déclaration n'explique pas pourquoi on a trouvé le cadavre de Gay dans sa cuisine et non pas dans sa cave. Reconnaissez-vous l'exactitude de ce procès-verbal? Non, Monsieur le Président. Comment pouvez-vous aujourd'hui rétracter les aveux que vous avez faits librement devant Monsieur le procureur impérial? Je ne les ai pas fait librement, Monsieur le Président. C'est les gendarmes qui m'ont fait dire ce que j'ai pu dire. Et ils parlaient de la guillotine, alors j'ai dit ce qu'ils voulaient. Moi. Mais je le répète, je n'ai pas tué Gay. Femme l'Espagne, n'avez-vous pas dit qu'en sortant de chez Monsieur le procureur impérial, votre mari s'était écrié « Enfin, je suis bien maintenant, j'ai déchargé ma conscience ». Oui, Monsieur le Président, je l'ai dit. Mais c'était pas vrai. Nous allons procéder maintenant à l'audition des témoins. Garde, ramenez Daigneault. Huissier, faites entrer le premier témoin. Le premier témoin, c'est en effet Laigné, la victime. Il ne va pas nous apprendre autre chose que son innocence. Comment vous appelez-vous? Jean-François Dieudonné Laigné, Quel âge avez-vous? 35 ans. Votre position légale m'empêche de recevoir votre serment. Veuillez nous dire ce que vous avez à nous dire. Il y a 7 ans, je fus accusé, dans la même enceinte, d'avoir commis un meurtre et d'avoir attaqué sur un grand chemin le nommé Daigneault, ici présent, qui a osé affirmer alors devant le jury que c'était bien moi qui lui avais demandé la bourse ou la vie. La femme l'Espagne vint à son tour témoigner contre moi. Elle prétendit que j'avais usé de violence envers elle. Elle prétendit que je lui avais acheté son silence, que je lui avais avoué que j'avais tué Gay. Tout cela était faux. Je l'affirme aujourd'hui comme je l'affirmais alors. Je fus néanmoins condamné aux travaux forcés à perpétuité. Voilà tout ce que je sais. Sans doute sommes-nous déjà persuadés de l'innocence de Laigné. Mais pour que Laigné soit libéré et réhabilité, il faut, nous sommes en 1855 et la loi le veut, il faut que la culpabilité de l'Espagne ou d'un autre soit prouvée. Si donc l'on ne trouve pas un autre assassin, si au cours de ce deuxième procès, les jurés ne reconnaissent pas la culpabilité des 3 accusés, alors Laigné retournera au bagne. Les témoignages qui vont suivre sont donc pour Laigné d'une importance capitale. Mais résumons-nous. Daigneault accuse l'Espagne de l'avoir contraint à commettre un faux témoignage. La femme l'Espagne reconnaît elle aussi avoir fait un faux témoignage, mais ne reconnaît pas que c'est son mari qui l'y a poussé. Elle accuse Sarrazin d'en être l'instigateur. L'Espagne, lui, nie tout, et d'avoir poussé Daigneault à témoigner faussement, et d'avoir tué Gay involontairement. Pour avancer un peu, il faudrait d'abord que nous sachions quelle charge pèse sur l'Espagne en dehors de ses aveux qu'il renie maintenant, et deuxièmement, nous serions un peu plus avancés tout de même si nous savions qui a poussé Marie Cessac à faire ce faux témoignage. Elle dit que c'est Sarrazin, si c'était l'Espagne. Commençons par ce point. Voici Sarrazin, voici le maire. La femme l'Espagne prétend que c'est vous qui lui avez suggéré les faux témoignages qu'elle a faits contre Laigné en 1847 et 1848. Il ne faut pas croire une femme de cette espèce, Monsieur le Président. C'est une femme de mœurs légères et bien connue pour ses mensonges. Ce n'est pas la justice qui me dira le contraire. En tout cas, je peux le dire. Si Laigné est allé au bagne, ça n'est pas de ma faute. Donc, vous niez être à l'origine de ces faux témoignages? Oh, je le nie tout à fait. Quels ont été vos rapports avec la femme l'Espagne lors de l'instruction de 1847? La femme l'Espagne est venue me trouver et m'a fait des confidences. Je lui ai conseillé d'aller les répéter au juge d'instruction, c'est tout.
Ces confidences, on sait aujourd'hui qu'elles étaient pleines de fausseté, mais à l'époque, je n'avais aucune raison de ne pas les croire. À quel titre l'accompagnez-vous chez le juge d'instruction chaque fois qu'elle y allait déposer? La haute justice m'avait chargé de la surveiller. Qu'entendez-vous par la haute justice? La justice de l'arrondissement. Monsieur le juge de paix m'avait demandé officiellement de veiller, en tant que maire, sur les démarches de la femme d'Espagne. Quand vous la conduisiez chez le juge d'instruction, ne lui faisiez-vous pas répéter ce qu'elle devait dire? Oui, c'est vrai, monsieur. Vous lui appreniez sa leçon? Oh non, je lui apprenais à dire ce qu'elle savait. Vous faisiez là preuve d'un zèle que la haute justice était loin de vous demander. J'ai manqué de modération, je l'avoue. N'est-ce pas plutôt la haine que l'on dit que vous aviez contre Lénier qui a expliqué votre zèle? Ce qui a expliqué mon zèle, c'est que je croyais en la vérité de ce que me racontait la femme d'Espagne. Avez-vous soupçonné Lénier d'être coupable avant de recevoir les confidences de la femme d'Espagne? Oui, j'ai pensé qu'on pouvait le soupçonner d'être coupable. Il était secrétaire de mairie, j'étais le maire. Or, le matin qui a suivi le meurtre de Gay, je l'ai surpris au moment où il rédigeait l'acte de décès du vieillard. Bon, je lui ai dit que ce n'était pas la peine de se presser tant. Et machinalement, je me suis aperçu qu'il avait mis l'heure de la mort. Alors je lui ai demandé, mais comment savez-vous qu'il est mort à 11 heures? Alors il s'est troublé. Et c'est à cause de cela que vous avez encouragé la femme d'Espagne à témoigner contre Lénier? Ah non, mais c'est peut-être à cause de ça que je croyais ce que racontait la femme d'Espagne. Avez-vous cru réellement ce qu'elle vous racontait? Oh, je la croyais, monsieur. Ne saviez-vous pas que ce qu'elle disait contre Lénier était faux? Oh, certainement non, je ne le savais pas. N'oubliez pas que vous déposez sous la foi du serment. Vous avez dit, souvent, et à plusieurs témoins, la femme l'Espagne devrait baiser les traces de mes pieds car elle me doit de grandes obligations. Les témoins qui rapportent cette phrase estiment que vous vouliez dire par là que vous aviez rendu de grands services à la famille l'Espagne au cours du procès de 1848. Je voulais dire simplement que j'amenais beaucoup de monde à l'auberge et que je lui apportais du profit. Pensez-vous vraiment que la femme d'un aubergiste doive baiser les pas de ses meilleurs clients? C'est une façon de parler, monsieur le président. Oui, on a peine à vous croire. Retirez-vous. Vous devez avoir hâte de quitter cette barre. Faites entrer le témoin suivant. Monsieur François Lapuis. Celui-ci, François Lapuis, c'est l'image même du village. En 1848, il savait une bonne partie de ce qu'il sait maintenant. Mais en 1848, il n'a rien dit. Votre témoignage est très important. Avant de répéter devant messieurs les jurés les propos que vous avez rapportés à l'instruction, je vous demande de bien vous assurer de leur vérité. Je sais ce que je dis, monsieur le président. Je sais ce que j'ai entendu. Dites ce que vous avez à dire. Quelques mois avant de décéder, la femme de Sarrazin m'a dit « Vous savez que les Lénier s'occupent toujours de leur procès. Les pauvres gens, il ferait mieux de garder leur argent. » Sarrazin connaissait le coupable, mais il n'a pas voulu s'en occuper. Vous êtes certain de ce que vous dites? Oui, monsieur le président. Continuez. Un peu après le procès, moi, j'ai dit à Sarrazin « Ce serait bien malheureux si Lénier était innocent. » Et Sarrazin m'a répondu « Bah, il vaut mieux que ce soit lui que l'Espagne. Oui. Cet homme est étranger au pays, tandis que l'Espagne est un père de famille, né au milieu de nous. » Sarrazin, revenez à la barre. Vous avez entendu? Tout ça, c'est des menteries. Monsieur le Président, tu me paieras ça, toi, tu verras. C'est faux que je connaissais le nom du coupable. Ma pauvre femme est morte, il peut lui faire dire tout ce qu'il veut, le gredin. Il m'en veut, parce que je n'ai pas voulu lui payer un cochon qui était malade. Avez-vous dit, en parlant de Lénier, il vaut mieux que ce soit lui que l'Espagne? Je l'ai dit. Je voulais dire par là que j'aimais mieux que ce soit Lénier le coupable. Je voulais dire que ça m'aurait fait de la peine si ça avait été l'Espagne, voilà tout. Bon, ben, retirez-vous. La pluie, continuez. J'ai entendu l'Espagne dire devant moi « Tant que l'ancien maire et son fils vivront, je n'ai rien à craindre. »
Et sa femme lui a répondu, tais-toi, t'es pas encore sauvé, tôt ou tard on découvre la vérité. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Mais j'ai jamais dit ça. Il dit ça parce qu'il nous en veut. C'est terrible. Ah, si j'étais chez moi, monsieur le président, cet animal-là, je le foutrais dehors. Oui, je vous crois volontiers. Asseyez-vous. Témoin à l'appui, je vous adjure une dernière fois de dire la vérité. Êtes-vous sûr d'avoir entendu les accusés tenir ces propos? Ah oui, monsieur le président. Même qu'une autre fois qu'ils se disputaient, je l'ai entendue, elle, qui disait à l'Espagne, à qui de nous de la faute si Lénier est en prison. Et je me rappelle aussi qu'elle disait, après le procès, ma foi, ce pauvre Lénier est condamné, que voulez-vous, je ne pouvais en sauver qu'un. D'ailleurs, il est bien où il est, je suis pas fâché qu'il soit dedans. Je vous remercie. Faites entrer le témoin suivant. Madame Catherine Joitte. Catherine Joitte, veuve Malfille, est la tante des accusés. Son fils, décédé depuis le premier procès, était le filleul de l'Espagne. Renseignement pris, Catherine Joitte est en très bon terme avec son neveu et avec sa nièce. Au procès de 1848, elle n'a rien dit. Si elle parle enfin, et si ce qu'elle dit charge à l'Espagne, cela a donc toutes les chances d'être vrai. Quelques jours après la mort de Guy, Pierre Malfille, mon fils, qui d'ordinaire était si joyeux, il était tout abattu. Alors je l'ai questionné et il m'a répondu « C'est bien malheureux. Je sais quelque chose, mais je ne peux rien dire. » Vous a-t-il fait des révélations avant de mourir? Oui, monsieur le président. Il m'a dit que Lénier était innocent, que c'était l'Espagne qui avait fait le coup. Il m'a dit qu'au moment où l'Espagne enlevait le vin du vieux, le vieux s'était couché sur les barriques pour l'empêcher. Alors l'Espagne lui avait donné un coup de marteau et le vieux n'avait plus bougé. Votre fils vous a-t-il dit de qui il tenait ce témoignage? Mais il est né de lui-même, monsieur le président, puisqu'il était avec l'Espagne quand c'est arrivé. Mon fils était son filleul. L'Espagne. Qu'avez-vous à répondre au témoignage de Catherine Joitte? J'ai toujours dit que je n'avais pas tué Gay. Eh, cette vieille a toujours été folle. Et le petit, il était fou quand il a dit que c'était toi. Il t'avait bien vu puisqu'il était là. C'est sans doute pour ça qu'il est mort si jeune. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'on n'a jamais su pourquoi le petit était mort. Permettez, monsieur le président. Dans quelles circonstances votre fils est-il mort? Qui, d'ordinaire, était si joyeux, il était tout abattu. Alors je l'ai questionné et il m'a répondu « C'est bien malheureux. Je sais quelque chose, mais je ne peux rien dire. » Vous a-t-il fait des révélations avant de mourir? Oui, monsieur le président. Il m'a dit que Lénier était innocent, que c'était l'Espagne qui avait fait le coup. Il m'a dit qu'au moment où l'Espagne enlevait le vin du vieux, le vieux s'était couché sur les barriques pour l'empêcher. Alors l'Espagne lui avait donné un coup de marteau et le vieux n'avait plus bougé. Votre fils vous a-t-il dit de qui il tenait ce témoignage? Mais il est né de lui-même, monsieur le président, puisqu'il était avec l'Espagne quand c'est arrivé. Mon fils était son filleul. L'Espagne. Qu'avez-vous à répondre au témoignage de Catherine Joitte? J'ai toujours dit que je n'avais pas tué Gay. Eh, cette vieille a toujours été folle. Et le petit, il était fou quand il a dit que c'était toi. Il t'avait bien vu puisqu'il était là. C'est sans doute pour ça qu'il est mort si jeune. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'on n'a jamais su pourquoi le petit était mort. Permettez, monsieur le président. Dans quelles circonstances votre fils est-il mort? Mais dans aucune circonstance, monsieur le président. Il est mort d'un seul coup à 27 ans. De quelle maladie? On n'a jamais su, monsieur le président. Pourquoi n'avez-vous pas averti la justice à ce moment-là? On n'a pas toujours les moyens. On a toujours les moyens, au contraire. Rassurons, messieurs les jurés, une instruction sera ouverte sur la mort de Pierre Malfille. L'Espagne. J'insiste sur ce point. La déposition du témoin est presque identique aux aveux que vous avez faits et que vous avez reniés depuis. Je n'ai pas tué Gay. Je voudrais dire encore quelque chose que j'ai déjà dit à monsieur le procureur impérial. Avant de mourir, mon petit m'a dit que le marteau qui avait servi à tuer Gay était caché dans le chai du beau-père de l'Espagne. Soyez-en sûr, monsieur le procureur impérial a tenu compte de votre déposition.
La justice en aurait tenu compte plus tôt si vous l'aviez fait plus tôt. Mais vous n'avez pas parlé au procès de 1848. C'est à votre silence aussi, Catherine Joatte, que Laigné doit d'être allé au bagne. Retirez-vous. Il y a au moins quelque chose de vrai dans ce que vient de dire cette femme. Il y avait bien des marteaux dans le chai du père de la femme l'Espagne. Le procureur impérial les a saisis. Et ce jour-là, le gendarme Pugeot accompagnait le procureur. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité. Pugeot, Jean, 40 ans. Né à Châtel-Borgo, gendarme. Faites votre déposition. J'étais là quand monsieur le procureur impérial a interrogé l'Espagne. Il disait rien, il disait qu'il n'avait rien fait. Alors, monsieur le procureur lui a montré un par un les marteaux qu'on avait retrouvés chez le père de la femme l'Espagne. Pendant les 4 premiers marteaux, il n'a rien dit. Quand je lui ai montré le 5e, il a tourné la tête et il a dit « C'est pas avec un marteau que je l'ai tué ». Après, je l'ai ramené en prison. Et quand on est passé devant la maison du vieux Gué, il m'a dit, à moi tout seul, monsieur le président, qu'il tremblait toutes les nuits depuis 7 ans et qu'il avait recommencé à dormir que depuis qu'il était en prison. Vous n'avez rien ajouté? Si. Il m'a dit que le lendemain, que la veille, il avait dit n'importe quoi. J'ai encore à dire que j'ai conduit une 12aine de fois la femme l'Espagne au procureur. Et que plusieurs fois, elle m'a dit que c'était son mari qui avait tué Gué. L'Espagne, qu'avez-vous à répondre? Et rien d'autre? Faites sortir l'accusé. Femme l'Espagne, qu'avez-vous à répondre? Espérez un peu, Monsieur le Président. La justice fera de moi ce qu'elle voudra. Mais je vais tout vous dire. C'est une grande peine. C'est vrai. Mon mari a eu le malheur de le faire. Mais il n'a pas voulu le faire. Il m'a dit qu'il avait poussé Gué et qu'il était tombé mort. Je le dis à cause des enfants. Quand vous a-t-il fait cet aveu? Quand on a commencé à dire dans le pays que c'était lui et pas Laigné. Oh, mais il ne me l'a pas dit tout de suite. Il est plutôt sournois, plutôt secret. Avant, quand je lui parlais de la mort de Gué, il me disait « tais-toi ». Quand je lui disais qu'on commençait à l'accuser, il me disait « tant pis ». Et la première fois, quand il a avoué au juge, il m'a dit ah ben, « je suis content, je viens de me débarrasser ». Alors je lui ai dit « mais malheureux, si c'est toi qui as fait le coup, dis donc comment ça s'est passé ». Et il m'a raconté ce que vous savez. Je lui avais donné une poussée et qu'il était tombé mort. Votre mari vous a-t-il dit s'il était seul quand il a tué Gué? Si je le savais, je le dirais. Savez-vous ce qu'il a fait du vin? Je ne sais pas. Vous a-t-il parlé de l'incendie? Il m'a dit qu'il n'y était pour rien. Puisque vous paraissez vouloir entrer dans la voie de la vérité, le moment est venu de déclarer tout ce que vous savez. Lors de la première instruction, votre mari vous a-t-il engagé à déposer contre Laigné? Non, Monsieur le Président. Mon mari m'avait chassée de chez lui, parce que j'allais trop souvent avec Laigné. Et c'est pour que votre mari vous pardonne que vous avez accusé faussement votre amant? Oui, Monsieur le Président. Mais Sarrazin m'a bien aidé. Sarrazin savait-il que Laigné n'était pas coupable? Je ne sais pas. Moi, je voulais sauver mon mari. Femme l'Espagne, vous sentez-vous le courage de répéter devant votre mari ce que vous venez de dire à l'audience? Oh non, monsieur, je ne pourrais pas. Eh bien, je vais le dire, moi. Garde, faites entrer l'Espagne. Accusez l'Espagne. Votre femme, voulant obtenir le pardon de la justice, vient d'avouer que vous lui aviez avoué avoir involontairement tué Gué. Non. Pardon, Monsieur le Président. Je veux que mon mari dise toute la vérité. Je l'en conjure au nom de mes enfants.
Je n'ai pas tué Gay. Gendarme Pujol, je vous remercie. La parole est à monsieur le procureur. Messieurs, dans ces débats où il faut que je prenne aussi ma part, il semble que le rôle toujours austère et imposant du ministère public s'élève et grandit encore. Confondus aujourd'hui dans un seul intérêt, celui de la vérité, l'accusation et la défense du véritable innocent, n'ont plus qu'un langage et pourraient n'avoir qu'un ordre. Ah, messieurs, il y a dans tout ceci de graves leçons. Et il ne faut pas que ces leçons soient perdues. Il faut qu'on sache que si la justice est quelquefois amenée à d'aussi fatales erreurs, c'est parce que le sanctuaire où la vérité seule devrait se faire entendre, ce sanctuaire est profané trop souvent par le mensonge et le parjure. Il faut qu'on sache que les faux témoins ne sont pas seulement des instruments de salut pour les coupables, mais qu'ils peuvent conduire un innocent au bagne et même à l'échafaud, et qu'en fait, ce sont les plus grands ennemis de vos consciences. Si les 3 accusés que nous vous livrons ont réellement fait ce qui leur est imputé, ils ont commis un forfait dont l'horreur et le succès sont inconnus depuis des siècles de nos fastes judiciaires. Messieurs, j'ai tressailli d'horreur à la pensée que si les vœux de ces accusés eussent été entièrement accomplis, au lieu d'appartenir au bagne, Laignier eût appartenu à l'échafaud, qui, lui, ne l'aurait pas rendu. À l'ouverture de ces longs débats, votre première impression, messieurs, a dû être une impression de surprise. Comment a-t-il donc pu se faire que pendant si longtemps, ce qui est vérité aujourd'hui est paru mensonge? Eh bien, messieurs, si vous voulez vous en rendre compte, il vous faudra examiner avec moi l'état où se trouvait la commune du Fieux et le milieu mal connu jusqu'alors dans lequel agissait la justice en 1847. 2 adversaires, ou plutôt 2 ennemis, s'y trouvent en présence. Et leur hostilité est du nombre de celles qui ne laissent pas de place au pardon. Marie Cessac, la femme d'Espagne, est une épouse adultère, rejetée par son mari. Et c'est à Laignier que celui-ci, dans le fond de son âme, demande compte de cette souillure. La haine se dresse implacable entre ces 2 hommes. Étranger au pays, sans fortune, sans relation, Laignier est comme isolé dans ses fonctions. Quant à l'Espagne, aubergiste, propriétaire cultivateur, c'est ce qu'on appelle un bourgeois de village. Né dans le pays, il tient par lui-même ou par les siens à toutes les familles influentes, il a les sympathies du curé. Quant à la famille Sarrazin, inutile après ce débat de vous dire combien l'Espagne peut compter sur elle. Or, en 1847, le maire du Fieux, M. Sarrazin, était un petit dictateur de campagne. Ceux dont les déclarations auraient pu compromettre l'Espagne, on leur disait que les soupçons étaient ailleurs, que le coupable était Laignier. Et ces gens se taisaient, par prudence ou par docilité. Abandonnés de tous, l'innocent restait sans défense, tandis que le coupable s'abritait impunément derrière les puissances de la commune. C'est au milieu d'une telle situation que se produisirent tout à coup, à la charge de Laignier, 2 témoignages accablants. Ceux de Daignot et de Marie l'Espagne. Combinés avec une odieuse habileté, ces témoignages ont surpris la confiance du juge. Et c'est ainsi qu'est arrivé devant la justice un meurtrier faisant raconter comme le crime d'autrui un meurtre qu'il a commis lui-même. Et son récit... Pardon? Merci. Et son récit fut accepté comme un témoignage véridique qui devait sauver un coupable et jeter un innocent au bagne s'il ne le jetait à l'échafaud. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, messieurs les jurés, on me demande ce qu'on ne m'a jamais demandé de toute ma carrière. On me demande d'interrompre mon réquisitoire. Les révélations qu'on veut vous faire n'entameront pas ma conviction solidement éprouvée par ces débats. Pourtant, dans la mesure où elles peuvent vous aider à punir plus fermement les coupables que vous avez devant vous, je me tais.
Je laisse donc la parole à la défense, quitte à la reprendre plus tard, pour vous éclairer mieux. Je vous remercie. Maître Princeteau, puisque vous avez demandé la parole, nous vous écoutons. Messieurs, Laigné est innocent. Ceux qui le croyaient hier peuvent aujourd'hui en avoir la certitude. Il appartenait à la défense d'être la première à vous en faire la proclamation. L'Espagne a fait l'aveu de son crime. Cet aveu, il vient de me le remettre, le voici. Au nouvel interrogatoire que vous allez lui faire subir, Monsieur le Président, je suis persuadé qu'il va le renouveler devant le tribunal. Levez-vous. Il paraît que vous avez cédé à l'entraînement de votre conscience. Répétez devant nous ces aveux. Quoique tardif, il rachète un peu votre faute. On n'aurait pas deux fois le courage, Monsieur le Président. Mais hier soir, dans ma cellule, devant mes parents, j'ai dicté et signé cet écrit. Que Maître Princeteau le dise, je ne le pourrai pas. C'est à votre pitié, Monsieur le Président. Maître Princeteau. Messieurs de la Cour, messieurs les jurés, aujourd'hui, je fais aveu devant vous, un aveu de vérité. Je me suis rendu le 15 novembre dans la soirée avec mes vaches et ma charrette chez Claude Guay pour prendre livraison du vin qu'il m'avait promis en paiement. Je l'ai trouvé dans son lit, je suis allé vers la cheminée, j'ai allumé 2 chandelles, laissant l'une sur la cheminée, emportant l'autre avec moi dans le chai. Claude Guay s'est levé pendant ce temps. Il a dit « J'ai là de la soupe froide, je vais en manger ». J'ai pris le vin, je l'ai chargé sur ma charrette, et j'allais partir quand Guay, voyant que j'emportais tout son vin, s'est écrié « Ah, combien je vais être malheureux, à présent, je n'aurai plus de vin ». Il a persisté, je lui ai donné une poussée. Il est tombé à la renverse et sa tête a porté sur un outil tranchant à biseau. Je l'ai relevé tout effaré, j'ai couru à mes vaches et je suis parti. Pauvre homme, je ne sais pas de quel côté il est tombé. Cette lettre est signée Pierre l'Espagne. L'Espagne. Vos aveux sont-ils complets? Il y a bien des objections à vous faire. Je dis toute la vérité. Vous ne vous êtes pas expliqué sur les causes de l'incendie. Mais la chandelle que j'avais allumée pour m'éclairer au moment du chargement du vin a mis le feu aux bruyères et les flammes ont gagné la maison. Une dernière question. N'avez-vous pas abusé de votre influence sur votre femme pour la décider à faire un faux témoignage? Non, Monsieur le Président. J'ai jamais forcé personne. Ni Degnaud, ni ma femme. Asseyez-vous. Femme l'Espagne, persistez-vous à nier que votre mari vous a engagé à déposer contre Laigné? C'est Monsieur le curé et Monsieur le maire qui m'ont poussé. Et vous, Degnaud, vous avez entendu ce qu'a dit l'Espagne? Il ment. C'est lui qui m'a soufflé tout ce que j'ai dit. Je n'avais rien contre Laigné. Monsieur le Président, j'aurais une question à poser à l'accusé. L'Espagne, veuillez nous préciser l'endroit où Guay a fait sa chute. Entre son lit et la porte. C'est impossible. On aurait trouvé une flaque de sang. Non, ça n'est pas là que vous l'avez tué. C'est dans le chai, comme vous l'avez déclaré lors de vos premières dépositions. Non, monsieur. Quand j'ai sonné, quand j'ai frappé à sa porte, il s'est levé pour venir m'ouvrir. Et il m'a montré 2 chandelles de résine. J'en ai allumé une que j'ai mis dans la cheminée, puis je me suis éclairé avec l'autre pour aller au chai. Les barriques remplies, je suis revenu le prévenir. Il m'a demandé si je les emportais toutes. Comme je lui ai répondu oui, il a voulu s'y opposer. Alors je l'ai poussé. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé. Et je l'ai relevé pour l'asseoir sur une chaise. Et comme mes bœufs avaient déjà gagné la pinière, je l'ai abandonné pour courir après eux. Et l'assiette de soupe qu'on a trouvée par terre? Elle était sur la chaise. Je l'ai ôtée pour le faire asseoir. Vous n'avez rien de plus à nous dire? Non, monsieur.
Eh bien, l'Espagne, vous n'avez pas fait d'aveu. L'Espagne. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Non, messieurs. Vous ne vous laisserez pas émouvoir par ces aveux qui sont de pur calcul. Voyons, messieurs, rappelez-vous. Durant tout le procès, vous avez connu en l'Espagne impassible. Rien ne l'a touché. Ni les remords de Degnaud, qui l'a si froidement entraîné dans la voie du crime, ni la lutte intérieure de cette femme indigne qui fut jusqu'au bout sa compagne d'infamie, et qui tente encore, dans son désarroi, de le décharger. Cet homme les a vus pleurer, sans en être ému. Cet homme a vu s'approcher du tribunal l'ancien forçat innocent, abîmé par 7 années de bagne, sans céder aux remords. Ah, messieurs, ceux qui lui ont obéi, méprisant assez la vie humaine pour garder le silence pendant 7 ans, ceux-là, vous les jugerez comme ils ont mérité de l'être. Mais pour celui qui fut l'artisan méthodique d'une machination aussi abominable, vous serez des juges inexorables. Vous, l'Espagne, vous qui parlez de pitié, qu'avez-vous fait depuis cette nuit du 15 novembre 1847? Vous avez été malheureux, dites-vous. Un homme serait mort dans vos mains, par vos mains, sans que vous l'eussiez voulu. Un incendie se serait allumé, comme par enchantement, pour couvrir toutes les traces du crime. Eh bien, qu'auriez-vous fait si vous aviez été un honnête homme indignement poursuivi par le destin? Vous auriez secouru cet homme. Vous auriez essayé d'éteindre cet incendie. Or, vous n'avez rien fait de tout cela. Ce que vous avez fait, vous n'avez rien eu de plus pressé quelques jours après le crime que de chercher des témoins pour vous sauver. Vous êtes allé trouver un homme qui était à votre merci, et vous lui avez dit « Je te jette sur le pavé si tu ne m'aides pas à écarter de ma tête la terrible accusation qui me menace. » Vous avez insisté auprès de cet homme. Vous l'avez entraîné. Ça n'était pas assez. Vous êtes allé trouver votre femme, une femme indigne entre toutes. Et à cette femme adultère, vous avez dit « Je te rends l'honneur du toit conjugal. Si tu veux m'aider à perdre un innocent, à pousser à l'échafaud un homme qui ne l'a pas mérité. » Et cette femme vous a obéi. Elle vous a obéi parce que, quel que soit le degré d'immoralité auquel une femme puisse être parvenue, il y a toujours au fond de son cœur un sentiment qui survit à tous les autres, le sentiment de l'amour maternel. Cette femme voulait revoir ses enfants. Et pour jouir de ce bonheur suprême, elle vous a aidé dans l'indigne trame que vous aviez ourdi. Elle vous a aidé à faire condamner un malheureux que vous saviez innocent aux travaux forcés à perpétuité. Ce malheureux que vous auriez voulu conduire à l'échafaud pour qu'il ne parlât plus. Eh bien, vous avez réussi. Cet homme que vous vouliez perdre a été réellement condamné. Direz-vous après cela que vous êtes digne de pitié? Êtes-vous allé dévoiler à la justice l'infamie dont vous vous étiez couvert? Avez-vous été auprès d'un magistrat décharger votre conscience? Non. Non. Vous ne le faites que maintenant. Vous ne le faites que lorsque vous vous trouvez en face de l'échafaud. Parce qu'alors vous avez peur. Vous avez peur. Alors pour sauver votre tête, vous demandez le bagne à votre tour. Voilà vos droits à la pitié. Oh, je n'ai jamais vu un accusé entouré de plus de victimes réclamant la commisération de ses juges. Comment? Claude Guay est mort. Vous avez allumé l'incendie de sa maison. Vous êtes arrivé contre toute justice. Et malgré ces admirables garanties dont est entourée en France la liberté de la vie des hommes, vous êtes arrivé à faire peser sur la tête d'un innocent le plus terrible châtiment. Vous êtes arrivé à perdre Degnaud, à perdre votre femme. Vous avez fait tout ça et vous demandez la pitié? Messieurs les jurés, vous interrogerez vos consciences. Vous réfléchirez au grand et noble devoir qui vous est imposé. Et n'écoutant que vos consciences, vous verrez si l'accusé qui est devant vous est vraiment digne de pitié. La parole
est à la défense. La société ne consent à délivrer un innocent qu'en échange d'un coupable. Oui, messieurs les jurés, nos lois sont ainsi faites que la justice, même quand elle a commis une erreur qu'elle déplore, ne rend sa victime qu'à la condition qu'on lui en donne une autre. C'est la culpabilité de l'un qui prouve l'innocence de l'autre. L'aveu que vient de faire l'Espagne prouve donc l'innocence de Laigné. Et l'on voudrait maintenant que cet aveu soit sans mérite et sans utilité. Sans mérite parce qu'il serait tardif et incomplet, sans utilité parce que vous n'en aviez pas besoin pour le condamner. Ah, messieurs les jurés, ces abus de l'intelligence qui, lors du procès de 1848, aidèrent si puissamment l'erreur à s'imposer, vous risquez de les voir se reproduire devant vous. Les deux cas diffèrent en ce que Laigné était innocent et que l'Espagne s'avoue coupable. Mais ils se ressemblent en ce que l'accusation contestait à Laigné son innocence et qu'elle conteste à l'Espagne la limite que son aveu donne à sa culpabilité. La défense que nous entreprenons est particulièrement la réhabilitation de cet aveu. Et en fait, cet aveu substitue au crime prétendu par l'accusation une poussée imprimée à Gay avec l'unique intention de l'éloigner, poussée qui l'aurait renversé et qui l'aurait tué. Enfin, vous connaissez le récit de l'Espagne, vous avez imaginé ce vieillard débile sans équilibre, tombant à la renverse au moindre contact, et dont la tête vient malencontreusement heurter un outil tranchant. Alors, cette version est-elle exacte? Et assurément, parce qu'elle est logique. L'accusation publique reconnaît que l'Espagne n'avait pas l'intention de tuer Gay, qu'il n'avait aucun intérêt à le tuer, qu'il n'avait aucune passion contre lui. Et que d'ailleurs, il est de mœurs honnêtes et antipathique au crime. Alors, d'accord avec l'accusation sur l'intention qui est de ne pas donner la mort et sur le résultat qui est la mort, sans volonté de la donner, nous différons uniquement sur le processus qui a causé cette mort. Selon l'accusation, c'est un coup de marteau. Selon nous, une simple poussée. Toute la différence réside dans la brutalité de l'instrument. Et mon Dieu, si le résultat légal est le même, je ne vois pas très bien l'utilité de la discussion. Seulement, je sais qu'un coup de marteau, même sans idée de meurtre, portera davantage à la contestation des circonstances atténuantes. Et je sais aussi, messieurs les jurés, que les circonstances atténuantes est le seul succès que peut envisager la défense de l'Espagne. Alors discutons donc. Voyons. Où est la preuve de l'emploi d'un marteau? Où va-t-on la chercher? Dans la forme de la blessure. Comme si la chute de la tête sur un outil tranchant et contondant ne pouvait pas produire les mêmes marques. Dans la déclaration du fils de Catherine Joie. Ah, il était là sur sa mère, il était avec l'Espagne au moment de la mort de Gay. Et la mère affirme que l'Espagne s'est servie d'un marteau parce que son fils le lui aurait dit au moment de mourir. La justice peut-elle retenir cet écho de la tombe? Aucun témoignage ne vient appuyer. Ben, vous avez mieux, dites-vous. Vous avez la confrontation de l'Espagne avec les marteaux trouvés dans le chai de son beau-père. À la vue du cinquième, affirmez-vous, il aurait tressailli. Pardon. Je croyais qu'instruit par l'expérience, vous portiez à jamais le deuil de ces interprétations téméraires des mouvements de la physionomie, depuis le jour où la vérité déchira l'acte d'accusation de 1848, où vous aviez écrit, pour preuve de la culpabilité de Laigné, qu'un dimanche matin, à la porte d'une église, son visage avait pâli sous un regard qu'il observait. Quoi? Les leçons données à votre faiblesse ne feraient-elles qu'enhardir vos prétentions à la certitude? Oh, justice des hommes,
que vous êtes fragile. Plus sont profonds le sentiment et le regret de l'erreur, et plus vous vous précipitez dans les voies de la réparation avec un emportement qui risque de vous entraîner dans des égarements nouveaux. Oh, messieurs les jurés, redoutez les périls. N'aventurez pas vos consciences à la recherche de l'inconnu alors que toutes les garanties de sécurité pour vous et de générosité pour la justice se trouvent réunies dans les aveux de l'accusé. Aveux que nous avons, je crois, vengés du reproche d'être incomplet et qu'il nous reste à défendre contre celui d'être inutile. Inutile? Oh non. Non, messieurs les jurés, l'aveu de l'Espagne n'était pas inutile. Je n'en veux pas d'autre preuve que l'inquiétude avec laquelle il était attendu. Vous pouviez vous en passer, dites-vous? Je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il vous profite et grandement. Comment? On soutient que cet aveu n'est rien, alors que depuis 3 jours, monsieur le procureur général, malgré sa profonde conviction de l'innocence de Laigné, ne pouvait en parler que sous la forme respectueuse du doute, tout au plus de la probabilité. On soutient que cet aveu n'est rien, alors que c'est à moi seul, et en vertu de cet aveu, qu'il a été permis de proclamer « Laigné, vous êtes innocent ?» Ah, si Laigné parlait comme l'accusation, je lui dirais qu'il est un ingrat. Et c'est pourquoi, messieurs les jurés, je vous demande pour mon client le bénéfice de cet aveu. Quant aux circonstances atténuantes, monsieur l'avocat général se demande où je vais les prendre. Je lui réponds partout. Les circonstances atténuantes n'ont pas de résidence assignée. Elles se trouvent partout où la conscience d'un avocat peut se faire suivre par la conscience du jury. Mais ici, messieurs, il n'est pas nécessaire d'être subtil. Ici, les circonstances abondent. Et nous les cueillons à fleur de terre dans toute cette contrée qui a été le témoin de sa vie, de son honnêteté et de son infortune. Les circonstances atténuantes, je les prends dans ces 40 années passées sans reproche. Je les prends dans la pureté de ses mœurs et la douceur de son caractère. Je les prends dans sa mansuétude devant l'outrage le plus propre à justifier la vengeance. Les circonstances atténuantes, j'ose les prendre jusque dans votre conduite, Laigné, puisque vous avez déshonoré cet homme. Car il me faut bien venir troubler votre triomphe et rappeler votre faute, qui a été le signal et la cause de toutes ces catastrophes. Et quand, devançant la justice, s'inclinant sous ses coups, devançant aussi votre réhabilitation, l'Espagne s'écrie « Laigné, tu es innocent !» Il ne nous est pas permis de lui contester quelque générosité. Messieurs les jurés, faites que les aveux de Pierre l'Espagne n'aient pas seulement servi à apaiser vos consciences. Messieurs les jurés, vous connaissez maintenant tous les éléments de ce procès destiné à avoir un trop grand retentissement. Jugez sans faiblesse. Inspirez-vous du serment d'honnête homme que vous avez prêté. Votez, messieurs, sous l'impression de ce cri échappé à l'un des accusés. Dieu ne laisse jamais rien d'impuni. Et soyez sûrs, quelle que soit votre sentence, que la puissance divine vous l'aura inspirée. Car elle ne voudra pas que 2 erreurs soient commises dans le même procès. Voici les questions que le conseiller Delange, qui préside au débat, vient de poser aux jurés. Ces questions étaient au nombre de 33. Nous ne vous en citerons que les principales. Première question. L'Espagne est-il coupable d'avoir, le 15 novembre 1847, commis un homicide volontaire sur la personne de Claude Guet? Deuxième question. L'Espagne est-il coupable d'avoir suborné Marie Cessac et Degnaud afin de les provoquer à commettre de faux témoignages? Troisième question.
Marie Cessac, femme l'Espagne, et Degnaud sont-ils coupables de faux témoignages? Quatrième question, y a-t-il des circonstances atténuantes? C'est sur ces questions dont dépend le sort de Laigné que maintenant le jury délibère. Messieurs. Monsieur le premier juré, veuillez faire connaître à la Cour le résultat de vos délibérations. Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, le résultat de notre délibération est oui à la majorité. Les accusés sont coupables, mais le jury reconnaît des circonstances atténuantes. Garde, faites entrer les accusés. L'Espagne, Marie Cessac, Degnaud. La Cour vous condamne à 20 ans de travaux forcés et solidairement aux frais. Ceux qui auront le courage de me perdre prennent garde de ne pas rougir un jour d'être tombés dans une aussi grande erreur. Voici donc deux hommes, Laigné puis l'Espagne, condamnés pour avoir commis le même crime sans être complices. Il y a là vice de forme, c'est ce qu'il fallait en 1855 pour que Laigné puisse être jugé à nouveau puis réhabilité. Ces deux procès sont donc cassés et l'on retrouve 3 mois plus tard Laigné à côté de l'Espagne dans le box des accusés. Les jurés ont à choisir, ils choisiront facilement. Il faut un coupable, mais il n'en faut qu'un. L'Espagne sera condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Il ira remplacer Laigné au bagne. Laigné, lui, épuisé par ces 8 années, acceptera fièrement, mais sans gaieté, le poste de commissaire du gouvernement auprès de la Société des mines de charbon de la Mayenne et de la Sarthe. Il mourra 3 ans plus tard. Quant à son père, qui avait tant fait pour prouver son innocence, il fut récompensé d'avoir aidé la justice. Napoléon III, qui avait parfois le cœur républicain, lui offrit un bureau de tabac.